Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme vous pouvez le remarquer, contexte sanitaire oblige, il n'est plus question de se rencontrer en chair et en os. Je vous souhaite donc la bienvenue au Festival du roman féminin virtuel 2021. Merci donc à vous, public, qui avez décidé de nous rejoindre autour de ce panel consacré à la romance MM. Je vous rappelle la définition de panel. Non, ce n'est pas le premier sens d'un échantillon de personnes auprès desquelles est réalisée une enquête d'opinion, mais celui d'un groupe de spécialistes animant une animation devant un auditoire. Et pour discuter de cet état des lieux de la romance MM, quel constat en 2021, je suis entourée de la fine fleur des auteurs de romances MM. Je les laisse se présenter. À vous la parole. Donc, on peut commencer par Marie Matthews. Oui, alors je suis Marie Matthews. J'écris du MM avec Amélie et aussi toute seule depuis 8 ans. On écrit ensemble toutes les deux du MM. Et voilà, un peu dans tous les genres. On a fait du paranormal et du contemporain, mais plus du contemporain. D'accord. Donc, Marie. Bonjour, donc le mariage J. J'écris du MM depuis beaucoup moins longtemps que Marie et Amélie, même pas 3 ans. Voilà. Et puis, ben voilà, plutôt contemporain. Voilà. D'accord. Que du contemporain. Vous n'êtes pas lancé dans d'autres sous-genres paranormal. Si, sous un autre pseudo, je me tente quand j'ai besoin de changer d'air, mais c'est tout récent et j'en fais pas beaucoup. Je fais un petit peu de métamorphe, mais léger. Voilà. D'accord. Okay. Donc, bonjour Thomas. Bonjour. J'ai commencé, fait à peu près 4 ans que j'écris du MM. En fait, j'ai commencé avec Un pronom mortel, qui était une romance paranormale. C'est un spin-off de ma saga Drake Carter que j'ai écrit chez J'ai lu et chez Juno Publishing. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des comédies romantiques, toujours chez Juno Publishing, depuis 4 ans. Voilà. D'accord. Okay. Donc, Amélie. Donc, salut à tous, moi c'est donc Amélie Sassier. Alors, j'écris toute seule et en coécriture avec Marie depuis 8 ans. Et on est auto-publié en maison d'édition. Donc, on a 2 titres classés en maison d'édition en MM et le reste en auto-édition. Et on écrit donc du contemporain, du paranormal. Et moi, j'écris de l'érotique aussi, MM. D'accord. J'avais une question, Marie. Vous, le MM, vous n'êtes qu'en auto-édition. Il n'y a pas. Laquelle, moi? Ah oui, c'est vrai qu'on est Appelez-moi Erin. Pardon. Appelez-moi Erin, dans ces cas-là, ce sera plus simple. C'est moi ou c'est Marie? Non, c'est vous, Erin. Pardon. Non, je fais un petit peu d'auto-édition avec les éditions addictives pour lesquelles j'écris en MF aussi sous le nom d'Erin. Et enfin, pas d'auto-édition, justement, en maison d'édition avec les éditions addictives. Et tout dernièrement avec Black Ink aussi en 4 mains avec 2 auteurs. Voilà. D'accord. Sinon, oui, c'est de l'auto-édition principalement. Okay. Alors, ma première question, depuis quand écrivez-vous? Ça, c'est bon. Je m'adresse tout d'abord donc aux filles. Désolée pour vous. Pas de problème. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à écrire une romance entre 2 hommes? Entre 2 ou 3, je ne sais pas, hein, mais entre hommes, en tout cas. Perrine, si vous voulez commencer. Merci. C'est facile. Pourquoi? En fait, pour être tout à fait honnête, moi, je considère qu'une romance, c'est une romance. Donc, j'en écrivais du MF. Voilà. J'ai pas forcément de raison plus que ça. J'aime bien écrire les deux. Et pour moi, il n'y a pas vraiment. Bon, à part les détails techniques, on est d'accord là-dessus. Mais sinon, pour moi, une romance, c'est 2 personnes qui s'aiment ou qui se cherchent à s'aimer ou qui ont des problèmes pour s'aimer. Enfin, peu importe. Mais je fais pas vraiment la différence, en fait. Bon, oui, comme je le dis, on met bien de côté les détails techniques, etc. Mais après, la seule chose, c'est que je préfère travailler les personnages masculins. Donc, le MM, pour moi, c'est tout bénef parce que j'ai un peu de mal avec les personnages féminins souvent, alors que je préfère le côté le masculin en général. Donc, du coup, MM, ça me botte bien. Mais c'est pas forcément parce que c'est du gay, quoi. C'est simplement parce que j'aime bien travailler les personnages masculins et que c'est de la romance. Voilà, c'est de la romance, tout simplement.
Ok. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. Alors, Voilà. Marie Matthews, qu'est-ce qui vous a poussé avec votre collègue, votre consoeur, à écrire, voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à le déclic? Ah, voilà, je ne me souviens plus du tout du déclic. Vous êtes réveillé un beau jour en disant, ah, il faut que j'écrive de la romance MM. Non, je pense qu'on a été, enfin Amélie surtout, parce qu'elle a été très frustrée par la confrérie de la Dague Noire et la bromance entre deux personnages qu'il y a dedans et qui n'est pas accomplie en fin de compte. Du coup, de cette frustration est née après, c'est là qu'on a fait des Mesven en fait. C'est à ce moment-là. Mais ouais, elle Alors, pourrait être ça. VSM, je crois que c'est Vampire, Star et Rock'n'Roll, c'est ça? Oui, voilà, c'est des trucs de vampires, ouais. D'accord. Mais après, je sais pas. Faire deux mecs, c'est plus intéressant en fait. Enfin, c'est pas que c'est plus, c'est différent. On n'a pas le côté féminin. On se projette moins dedans. Aussi, on est plus extérieur. On aborde des thématiques qu'on va pas aborder en MF. Le coming out, on ne le fait pas quand on écrit des histoires hétéros. Sachant que dans les trois quarts de nos histoires, en plus, il est question de coming out, à chaque fois qu'on fait du MM, à peu près. Donc, ouais, c'est différent en fin de compte. Voilà, on n'a pas le personnage féminin et du coup, je sais pas, on extériorise mieux vis-à-vis du personnage masculin. Mais après, on préfère, donc je suis comme Marie, je préfère écrire des personnages masculins. Je suis plus à l'aise avec les hommes qu'avec les femmes. Donc, c'est peut-être pour ça D'accord. aussi. Mais pourquoi vous êtes une femme? Est-ce que vous avez... Ouais, pourtant, mais Hein? je sais pas, c'est un truc. Déjà, quand je lis une romance MF, je me visualise pas dans l'histoire. Je vois pas une femme comme moi j'aimerais être ou comme moi je suis en fin de compte. Je sais pas, je dois pas être normale en quelque sorte, je sais pas. Mais je suis plus attirée par le côté masculin en fait. Donc, Ok. Amélie, comment Ben oui, je rejoins, vous êtes je rejoins un peu. l'instigatrice de ce duo? Ah, de toute façon, les romances, c'est toute mon histoire de lectrice. De ma frustration des romances, mais plein de trucs. Ouais, cette envie, ça, puis je pense aussi une envie aussi d'écrire des romances sous toute leur forme. Et puis je pense que quand on écrit du MM, l'important, c'est d'écrire une histoire parce qu'on a envie de l'écrire et non pas parce qu'on veut suivre une mode ou un genre. Donc je pense que si on a envie d'écrire un MM, eh ben, on écrit un MM. Et nous, à l'instant T, on avait envie d'écrire une romance MM paranormale et c'est comme ça qu'on s'est lancé. D'accord. Et donc, vous, Thomas, écrire du MM, c'était une évidence? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est même au départ, c'est un pari. C'est un pari avec un ancien éditeur la maison d'édition a disparu, c'était Cypress, qui a adoré Drake Carter chez J'ai lu et qui m'a dit, tu as un personnage qui est gay à l'intérieur, Glenn, ça serait peut-être mieux que tu racontes son histoire. Alors, j'ai un peu traîné les pattes, etc. Et il m'a dit, allez, chiche, tu n'es pas capable de le faire. Et je l'ai fait. Et en fait, je me suis pris au jeu parce que justement, j'avais des idées pour exploiter ce personnage. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Mais c'est vrai qu'écrire une romance, qu'elle soit gay ou hétéro, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est deux personnages qui se rencontrent, deux personnages qui s'aiment. Peu importe l'orientation sexuelle, j'ai presque envie de dire, peu importe le type de la personne, entre guillemets, quand je dis type, pour moi, voilà, c'est que je connais le personnage, je sais son histoire avant que les deux protagonistes se rencontrent. Et voilà, il y a des personnages que j'ai écrits, je sais très bien qu'ils ont ils ont un lourd passé, etc. Donc, pour moi, c'est rigoureusement la même chose. Et ouais, je prends plaisir à autant écrire une romance MM ou une romance hétéro ou un roman où le personnage est hétéro, ça c'est sûr. D'accord. Alors, donc dans la romance MM, il y a des clans qu'on adore et des clans où on craint en fait de rentrer dans cette romance entre hommes. Donc, on peut se poser la question de l'identification en fait pour des lectrices. En romance, on parle beaucoup d'identification. Si on n'arrive pas à s'identifier, on n'arrive pas à apprécier une romance. Du coup, pour les clans, on adore.
qu'est-ce qui explique en fait je vais dire, cette adoration de la romance elle-même, puisqu'on a je pense qu'on a peut-être du mal à s'identifier entre les deux hommes, par rapport aux hommes, puisque voilà, on est une femme. Alors, comment on arrive à se projeter en fait dans la romance elle-même quand on est une femme? Je pense que, comme le disait Marie, moi, la première, je suis une femme, et quand je dis de la romance MF, souvent l'héroïne ne me correspond pas et je m'identifie encore moins. Alors que là, on s'identifie peut-être à la profondeur d'un des personnages masculins ou des deux, mais en même temps, on sait très bien que c'est pas nous. Donc, je sais pas, il y a une autre approche en fait. Parce que moi, je sais que MF, une fois sur deux, la nana me gonfle, quoi. Alors que MM, c'est pas pareil. On s'attend pas à se projeter dans un des personnages. Donc, pour moi, on a une autre approche. On est plus, je sais pas en fait. Ouais, Mais pour moi, je suis c'est ça. assez d'accord. Du coup, Merci. si vous avez du mal à vous projeter en tant que femme dans une romance MF, est-ce que vous êtes plus proche en fait du gars dans la romance MF? Moi, personnellement, j'ai une romance, peu importe le personnage, mais c'est vrai qu'il y a une tendance dans la MF, parce qu'on n'est pas là pour parler du MF, mais c'est le comparatif, où justement la personne féminine doit avoir un sacré caractère ou quelque chose, et on lui impose des choses qui fait que moi, je ne me ressens pas dedans, en fait. Alors que deux hommes, en fait, ils sont à égalité de base, donc il y a plus de liberté, enfin, je sais pas, je trouve que ça coule plus de sources, en fait. Je me sens plus à l'aise en lisant du MM, et en écrivant D'accord. aussi, d'ailleurs. Ok. Marie-Mathieu, au niveau de Euh, l'identification, est-ce que ça, ça passe en fait l'identification pour des je lectrices? pense que, je pense que quand on lit du MM, on est plus dans l'empathie que dans l'identification, en fait. On a un regard extérieur. On va vivre des sentiments humains, en fin de compte, plus qu'une histoire d'amour que la lectrice voudrait vivre. Dans les MF, justement, si elle s'identifie, c'est pour être à la place de l'héroïne et de vivre cette histoire. Alors que dans les MM, on est vraiment spectateur. On est vraiment empathique des sentiments que les héros vont avoir. Je ne sais pas, c'est différent. C'est vraiment une approche différente. Et c'est ce que on discutait la dernière fois avec Amélie de ça, et elle non plus aussi, elle nous disait parce que je lui disais, je ne m'identifie pas moi dans le MF, j'arrive pas à me voir à la place de l'héroïne. Autant je vais avoir le mec peut-être va me plaire ou des choses comme ça, mais j'arriverai pas à me mettre à la place de l'héroïne dans son caractère ou des choses comme ça. Alors que dans le MM, si, par exemple. Vous écrivez du MF. Oui, ouais, ouais. Et est-ce que vous faites des héroïnes à votre image? Est-ce que du coup, Si je fais des héroïnes à mon image, elles seront jamais lues, les pauvres. Et non. Oh si. Non, 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 non. J'ai pas le caractère qui va faire fantasmer les lectrices, je pense. Non, je m'inspire énormément de mon entourage, de tout ça, parce que bon, elles sont peut-être un peu plus cadrées, les personnages féminins qui m'entourent. Mais ouais, mais non, j'ai pas ce truc d'identification. Après, je comprends que les lectrices le veulent et que celles qui sont rebutées par le MM à cause de ça, je pense qu'il faut qu'elles prennent le MM d'une autre façon, en fait. Il ne faut pas qu'elles le prennent pour s'identifier au personnage. Il faut qu'elles le prennent d'un point de vue extérieur. Je pense que ça peut amener ou alors d'un point de vue humain, tout simplement, sans chercher à différencier le sexe. Parce qu'on traverse tous les travers de l'amour, de toute façon, qu'on soit homo ou hétéro. Ça ne change pas, tout le monde a des sentiments. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ce serait peut-être mieux de prendre les MM comme ça pour les lectrices, plutôt que de chercher à s'identifier. Donc, plus d'empathie et moins d'identification. Oui. Ouais. Ok. Thomas? Moi, enfin oui, lire de la romance MM, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé, mais c'est vrai que je suis un fan inconditionnel de tout ce qui est téléfilm du genre, comédie romantique, etc. Et je dois avouer que quand je regarde ce genre de choses, qui sont souvent des adaptations de romans MM, de MF, plus ou moins convenable d'ailleurs. En fait, je me faisais royalement chier parce que je me suis dit, au bout d'un moment, c'est pas moi. C'est-à-dire que moi, en tant que gay, je me retrouve ni dans le mec, ni dans la meuf. Et je me suis dit, enfin voilà, faut absolument modifier ce genre de choses.
Et j'ai envie de lire des romans MM qui me convient, qui aspirent à ce que j'ai envie. Et c'est ça qui me manquait profondément dans tout ce qui est romance MF. Et s'il y a beaucoup de lectrices qui aiment leur romance MM, c'est peut-être parce que on fait moins dans la guimauve. J'ai rien contre, hein, attention, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enrobage, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de fleurs bleues, alors que des fois, je ne dis pas que les gays, parce que voilà, j'ai énormément d'amis gays, on n'est pas fleurs bleues, on n'est pas dans la guimauve, on n'est pas, voilà, mais chaque chose en son temps, c'est qu'au bout d'un moment, on a envie de quelque chose qui nous ressemble plus et dans lequel on se retrouve un petit peu plus. Et à mon avis, c'est ça. C'est qu'on est moins dans la fioriture dans le roman MM, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de lectrices et beaucoup de lecteurs, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais il y a quand même beaucoup de lecteurs qui existent et qui en lisent. Et ils ont envie voilà, d'avoir quelque chose qui leur ressemble un petit peu plus. D'accord. Okay. Amélie? Alors, moi, je vais rejoindre Marie et Marie. Je ne m'identifie pas du tout quand je lis, que ce soit du MF ou du MM. En fait, moi, quand je lis un roman, je suis le troisième spectateur, la petite mouche dans le coin, qui observe, qui suis complètement spectatrice. Invisible man, on va dire. En fait, on assiste à la création et à une aventure. Et en fait, le but, c'est pas de s'identifier, c'est de vivre l'aventure avec les personnages. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et de découvrir quelque chose. Donc après, je pense que je dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le MM, mais qui ne sait pas trop. Alors déjà, je pense que quelqu'un qui a vraiment pas du tout envie, qui est réfractaire, il ne faut pas le forcer parce que c'est pas peut-être pas son genre. Mais quelqu'un qui ne sait pas trop, je lui dirais de quand même essayer de trouver le livre qui pourrait le mieux lui convenir, parce qu'on a vraiment un large panel maintenant de livres MM. Et puis de tenter. Mon père me disait toujours, tu peux pas dire que t'aimes pas si tu goûtes pas, entre guillemets. Donc, ouais, essayez, je pense, pour ceux qui sont ouverts d'esprit et qui sont quand même curieux et qui ont envie, je pense, de tenter une nouvelle expérience. D'accord. Donc, pour passer de sceptique à apparemment, dès qu'on plonge dans le MM, ça y est, on devient un peu folle furieuse du genre. Oui. Non, je dirais plutôt passionnée et fidèle. J'appelle ça folle furieuse. Alors maintenant, passons aux scènes hautes. Comment on arrive à écrire une scène haute entre deux hommes quand on est une femme? Donc, qui veut répondre? Amélie. Allez. Donc, comment on arrive à écrire une scène haute quand on est femme? Je pense que c'est comme quand on écrit une scène MF, où je veux dire, le sexe reste le sexe. Le sexe n'est pas genré, donc je veux dire, la sexualité, c'est un large panel. Et mis à part quelques petits détails techniques, quand on est dans une relation, enfin, je veux dire, quand on décrit une scène de sexe MM, je veux dire, le principe est le même, que ce soit une femme ou un homme, deux femmes, deux hommes, je veux dire, les actes qui peuvent être faits, on les pratique, qu'importe sa sexualité. Donc, en fait, je pense que c'est pas très… C'est la technique qui cause, la technique, qui pose problème. Comment dire? Alors, je vais peut-être dire le mot cru. Enfin, je vais dire le mot, mais je veux dire, par exemple, pour l'exemple d'une sodomie, je veux dire, on peut très bien la réaliser en étant une femme ou un homme, et qu'importe le sens. Donc, je veux dire, avec un peu de recherche, et aujourd'hui, je veux dire, on a vraiment des supports. Moi, je prends exemple, j'ai lu beaucoup de livres sur la sexualité, je veux dire, en discutant avec des amis, tout ça, je veux dire, on peut aller à la source si on a vraiment une question, mais après, côté technique, voilà quoi, tout le monde sait comment ça fonctionne. Vous discutez avec des amis de scène haute, ok. Merci. Bien sûr. Mais ouais, je pense qu'on a quand même des documents pour se renseigner et tout ça, et donc aujourd'hui c'est totalement abordable, et puis avec un peu d'imagination, je veux dire, on arrive à tout faire, tout est possible en écriture, et puis l'avantage des bouquins, c'est qu'ils n'ont jamais de crampes, quoi. Donc c'est pratique. C'est magique. Oui. C'est ça, je pense que ça ne change pas si on est une femme ou un homme. Je veux dire, la sexualité, comme je disais, c'est un large panel, quoi. On ne peut pas mettre telle pratique à telle orientation sexuelle. Donc, je pense en tant qu'auteur, on le voit comme ça. Alors, pour vous, Thomas, c'est plus facile, alors, les scènes hautes? Oui et non. Parce que tout va dépendre du curseur où on le met. C'est-à-dire que quand alors effectivement, je pratique plus
désolé hein, que le sexe MM hein, que les filles, mais c'est vrai que voilà, on sait décrire les choses, on sait quelles positions existent et quelles n'existent pas, ou quelles sont les positions où il faut enlever 4 cotes à la personne qui va faire cette scène, parce que hélas, j'en ai lu des romans écrits par des autrices qui, contrairement à ce que disait Amélie, n'ont fait aucune recherche. Enfin, soit il faut être Elastic Boy, soit il faut être dilaté d'une force absolument extraordinaire. Je me demande comment, voilà, pour parler effectivement, comme a dit tout à l'heure Amélie Crumont, pour une sodomie, enfin voilà, il y a un temps de préparation. Comment dire, ça ne s'ouvre pas comme ça. Donc, faut se renseigner. oui, il faut se renseigner, effectivement. C'est vrai qu'il faut se renseigner, mais au bout d'un moment, moi, il y a des scènes où je levais les yeux au ciel en disant, mais c'est pas possible, on peut pas écrire ce genre de choses. Non, c'est pas possible. Physiquement, biologiquement parlant, ce n'est pas possible. Bon, à la rigueur, on m'appelle, on me dit comment tu fais, et là, j'explique. Mais là, au bout d'un moment, c'est vraiment pas possible. Donc, Ce genre de choses. on va donner votre numéro à la fin. Oui, il n'y a pas de problème. Même appeler Thomas, Ouais, c'est ça. demander pour qu'il relise les scènes. Je pense qu'il y en a vraiment certaines autrices qui justement fantasment sur 2 hommes et donc s'imaginent qu'on peut faire, entre guillemets, tout et n'importe quoi avec 2 hommes. Sauf qu'il y a des positions, notamment dans le Kama Sutra, qui est impossible quand on est 2 hommes. Et ça, visiblement, elles ne le savent pas. Donc, ce qui fait qu'il y a des positions que, quand on lit, alors avec des termes plus ou moins crus, mais ça c'est des goûts personnels, hein, et quand on lit ça, on dit, mais non, c'est pas possible, et on essaie de s'imaginer, en fait, moi, je m'arrête sur le chapitre, et je lève les yeux au ciel, et je me dis, mais comment elle imagine ça? Puis, avec mes doigts, j'essaie de me dire, alors attends, c'est comme ça, non, c'est pas possible, c'est matériellement pas possible. Donc, je dirais même pas que c'est romancé, je dirais même pas que c'est totalement fantasmé, mais c'est du menton fantasme où on s'imagine que, alors que c'est pas du tout comme là que ça se passe. Et après, voilà, c'est aussi les termes extrêmement crus qui, moi, au bout d'un moment, ça me dérange un peu quand on fait une comédie romantique et qu'on a des termes qui est limite du BDSM. Voilà. Mais ça, c'est toute une question de dosage, on va dire. Voilà. Marie Hachi, comment vous écrivez-vous ces scènes? Alors moi, personnellement, c'est comme Amélie, je me renseigne quand même, j'essaye de trouver ce qu'il faut où il faut. Et personnellement, moi, les scènes de sexe, je les pense plus par les émotions que ça suscite qu'autre chose. En fait, pour moi, la position, je m'en fous un peu, et à la limite, même si au début, j'y faisais très attention, maintenant, c'est pas forcément ce que je travaille le plus. Je vais plus travailler les émotions qui passent entre les gens. Encore une fois, pour moi, c'est une romance. Donc, la technique, je suis pas experte, donc j'essaye de faire au mieux. Mais après, pour moi, ce qui est plus important dans une scène de sexe, de toute façon, c'est ce qui passe entre les protagonistes. Donc, du coup, je base pas forcément, enfin, la technique, oui, bon, voilà, on essaye de faire quelque chose de sympa qui change un peu, enfin voilà, mais c'est pas ce qui m'intéresse en fait. C'est plutôt les regards, plutôt les attouchements, etc., les effleurements. Et puis, pour en revenir quand même à la possibilité ou faisabilité de la chose, j'ai un bêta masculin qui donc me lit et puis me dit si ça va ou si ça va pas, quoi. Voilà, parce que bon, des fois, effectivement, on peut aller à côté. Voilà. D'accord. Et vous, Marie, est-ce que vous faites relire, excusez-moi, est-ce que vous faites relire vos écrits, vos scènes par comme Marie Hachi, un homme, un gay? Non, j'ai pas le souvenir qu'on l'ait déjà fait. On a des lecteurs gays, par contre, qui nous ont jamais... Est-ce qu'ils vous On n'a jamais eu de retour remarquent négatif. Jamais. Non, on n'a jamais eu de remarques au niveau du sexe. Mais après, je pense qu'on fait en sorte que ce soit réalisable, faisable. Je n'ai pas l'impression qu'on aille trop loin dans le sexe, à part peut-être Amélie avec Fucking Love, mais bon. Ouais, j'ai lu, je sais plus quel livre. J'ai dû lire un de vos livres et c'était quand même. C'est hot. Ouais. Ça dépend lequel c'est. Je sais plus, c'était il y a longtemps. Je crois que c'était un paranormal, ça doit être vampire.
C'était un homme qui refusait, je crois, l'âme sœur qui était un... Oui, c'était Vampire. Ah, c'est Ouais, ça. c'était en MM? Ça devait être de mes En MM, ouais. Oui, je trouvais que c'était quand Ouais. même chaud, hein. Voilà. Ouais, parce qu'en paranormal, on peut se lâcher un peu plus, ils sont plus résistants. Donc, c'est vrai, on peut faire plus de trucs avec le paranormal. Ça, c'est du contemporain, Sauf c'est l'orgasme vrai. de 30 minutes de chez Howard. On parlait de... Donc, la romance elle-même, le thème, c'est un peu le constat en 2021. Donc, j'ai connu les années 80 où, on va dire, l'homosexualité était très, 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 très mal vue. Donc là, on est 30 ans plus tard. Donc, les choses semblent avoir bougé avec notamment les politiques s'en sont mêlés avec le mariage pour tous. Donc, et puis, enfin, les minorités sexuelles sortent de l'ombre avec le mouvement LGTB, je suis désolée, LGBT+. J'ai lu tout ce qu'il y avait plus derrière. Je me suis dit, oh là là, c'est comme Pi 314, il y en a beaucoup. Depuis vos débuts dans la romance elle-même, alors je sais, Marie, je ne sais pas si vous avez été que 3 ans. Est-ce que 3 ans, en fait, ont suffi à avoir une évolution dans la romance elle-même? Alors, en termes de lectorat, quand même un petit peu. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup moins, justement, de ce dont on parlait tout à l'heure, elles sont beaucoup moins frileuses à ouvrir un MM et ça fait l'effet boule de neige, en fait. Je pense que plus ça va, comme moi, hein, je suis rentrée, il y en avait déjà qui lisaient, et ça m'a donné envie. Et du coup, plus ça va, moins il y a de restrictions, je dirais, dans l'esprit des... Il reste toujours des gens qui n'ont pas envie, des gens qui ont envie. Mais je trouve que comme on en parle plus, ça intéresse plus de monde. Alors, dans le lectorat, c'est vrai que je trouve que ça s'élargit un peu et c'est plutôt agréable, quoi, de voir des gens qui disent j'aurais dû commencer avant, etc. Parce qu'en fait, c'est bien. Au moins, on se dit les gens évoluent, en fait. Alors, si on peut servir au moins à ça, c'est déjà bien. Après, pour le reste, moi, malheureusement, sur 3 ans, je n'ai pas vraiment de recul pour dire autre chose. D'accord. Voilà. C'est, on va dire, une bonne évolution. Pour moi, oui. Oui, d'accord. Ok. Et Marie Matthews, au niveau de vous êtes depuis 8 ans, on va dire, vous écrivez depuis 8 ans sur ce thème-là. En 8 ans, quelle évolution avez-vous remarqué en fait au niveau de la Ça au niveau sacrément évolué. Parce qu'au début, c'était quand même une niche, en fait, le MM. Hein. Il y avait très, très peu de romans, de romances en français en MM. Maintenant, et puis c'était limité quand même. Hein. Ça restait vraiment contemporain. Après, on a eu un peu de paranormal, et maintenant, c'est ouvert à tous les sous-genres de la romance. Et c'est aussi, avant, c'était vraiment que deux gars, deux homos. Maintenant, ça va plus vers avec les trans ou ce genre de choses. Ça évolue aussi. Comme la société évolue aussi, la romance évolue en même temps, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de lecteurs, beaucoup plus d'auteurs, beaucoup plus de maisons d'édition qui se lancent aussi dans le MM. Bon, il y en avait vraiment très peu. Je crois que les premiers MM qu'on a lus, c'était de l'auto-édition, il me semble. Hein. Les premiers Et MM. après, c'était Dream Spinner quand ils ont sorti leur première trad. C'était... Ouais. Donc c'était vraiment très très limité pour avoir des histoires MM. De toute façon, les 3 quarts qu'on lisait, c'était des fanfictions. Oh oui, il y avait beaucoup de MM dans les fanfictions. Ouais, voilà, c'est beaucoup comme ça qu'on a pu en découvrir. Et donc, ouais, ça a vachement bien évolué quand même maintenant. Je vois tout le nombre d'auteurs qu'il y a, le nombre de lecteurs qu'il y a qui lisent du MM, le nombre de personnes qui se lancent dans le MM et qui étaient un petit peu réticents. Si ça leur a ouvert un petit peu l'esprit à ce niveau-là, c'est juste génial. C'est une belle évolution, je trouve. Très bien. Et Thomas? C'est vrai que il y a beaucoup plus de maisons d'édition qui se lancent et il y a même certaines grandes maisons d'édition qui commençaient un petit peu à se dire on a peut-être raté quelque chose parce qu'on n'en fait pas. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont réussi avec plus ou moins de succès. Certaines grandes maisons d'édition qui faisaient de la romance ou qui faisaient du fantastique ont décidé d'en lancer et que bon, je pense qu'il il y a certaines qui sont un peu abandonnées un peu rapidement en disant, voilà, on va arrêter les frais parce que ça ne se vend pas. Alors c'est sûr, hein, il faut être honnête, hein, quand on parle chiffres,
Pour eux, quelque chose qui doit être rentable sur 3 mois et on doit faire des chiffres absolument extraordinaires. Mais le marché littéraire est de tel que il y a beaucoup de romans, de choses qui sortent et donc Ah, on a perdu. c'est ça moi, qui me dérange un peu, voilà, c'est que certaines grandes maisons d'édition décident d'arrêter ça, et tant mieux pour les autres maisons d'édition, les petites et les moyennes, qui permettent de vivre et qui permettent de proposer un grand large choix de romans. Et c'est vrai que oui, il y en a de plus en plus, de mieux en mieux, pour tout le monde, pour ceux qui sont des fous, des folles furieuses, qui aiment le genre et qui en demandent toujours plus, et pour ceux qui veulent s'initier. Moi, j'ai plein de copines qui sont des chroniqueuses de blogs et qui me disent j'adore ce que tu écris, mais moi ce qui me rebute justement c'est les scènes de sexe parce qu'elles n'arrivent pas à s'imaginer pour l'instant 2 hommes en train de passer à l'acte. Et je dis mais il y en a plein, il y a plein de romans où justement il n'y a pas de scène de sexe, il y a juste, il y a juste une relation humaine entre 2 personnes qui vont tomber amoureuses et qui vont au fur et à mesure développer des sentiments. Tu devrais dire ça, ça, ça et ça. Et effectivement, il faut les guider, ces gens-là, en disant, voilà, vous pouvez commencer à lire du MM entre 2 personnes qui s'aiment, mais à ce moment-là, commencez pas par du BDSM, parce que là, à ce moment-là, vous fermez le bouquin et puis c'est terminé. Enfin voilà, ça vous dégoûte à vie, parce que vous ne commencez pas par ça. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Même quand on parle d'une scène de sexe, il faut toujours commencer par des petits préliminaires qui font plaisir. Donc, ce qui fait que, voilà, commencez par un roman qui est une petite comédie légère, un petit roman de gare, où on n'en sent pas plus intelligent en sortant, mais au moins, on commence à apprécier. Et ensuite, on se dit, voilà, je vais peut-être aller un petit peu plus loin, je vais y aller. Et il y en a de plus en plus qui font ça. Et c'est vrai que dans les salons, il y en a, et ça permet de voir ces gens qui ont commencé par, j'ai commencé par celui-là, je vais peut-être m'en tenter par celui-là parce que, bon, voilà, il est un petit peu plus haute, ou il est un petit peu plus descriptif. Donc, ça va m'intéresser. Et puis, ça continue au fur et à mesure. Et c'est ça qui est bien actuellement, c'est que le lectorat commence à y prendre goût et il faut vraiment un panel, un large choix d'éventail de romans pour tout le monde, pour que tout le monde puisse commencer à en lire et apprécier. D'accord. Amélie, au niveau de l'évolution, vous avez je suis plutôt d'accord avec tout le monde. Je trouve quand nous, on va baser ça sur 7 ans, 7-8 ans, l'évolution, elle est quand même assez énorme. Alors, c'est pas la grosse révolution comme 50 nuances degrés, mais toute petite révolution est belle à son niveau. Et en fait, je trouve que quand on voit il y a 7 ans en arrière, où nous, on avait une maison d'édition, c'était Dream Spinner, qui faisait même pas encore le papier. C'était vraiment... C'était déjà génial, mais maintenant, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de l'évolution. Il y a des romans chez Hugo Roman, chez R, Collection R, PKJ, enfin des grosses maisons d'édition qui ont un gros impact. Et aujourd'hui, on adapte même des romances au cinéma. Je prends l'exemple de Love Simon, qui est quand même une romance LGBT young adult. Elle a été portée au cinéma. Et c'est vrai qu'on a attendu des années avant d'avoir des films LGBT tirés, en tout cas, de romans adaptés à l'écran. Et je pense que, en fait, la société, le milieu de la littérature évolue aussi avec la société, c'est-à-dire on a de plus en plus d'ouverture d'esprit. Je veux dire, on trouve en rayon des livres, rien que ça, te dire qu'on peut trouver du MM dans des rayons de librairie, alors pas dans tout, et pas que dans des spécialisés, je trouve que c'est déjà une révolution en soi. Donc ouais, franchement, l'évolution, elle est vraiment très très belle et je pense qu'on est très fiers et je pense que tous les lecteurs et auteurs et les maisons d'édition qui ont eu le cran de se dire allez on se lance, même s'il y en a qui nous disent que c'est une niche, on se lance. Je trouve que c'est plus il y a de monde qui se mettent à lire, à en parler, et plus il y a de lectorat et donc du coup d'une niche on se transforme en un truc énorme quoi. Et la communauté MM n'est plus cette petite niche où on était 5-6 et on est beaucoup plus et je trouve que c'est grâce à en fait tout le monde est acteur du truc quoi. Et oui, il y a une très, très belle évolution. Justement, parler d'évolution, pardon. Oui, non, j'allais dire, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Amélie, sauf que le souci, c'est que les petites et moyennes maisons d'édition, malgré tout le travail fantastique qu'ils font, et il faut le reconnaître, tant que les grandes maisons d'édition ne le font pas, mais de manière, on va dire, de façon pérenne, on va dire, et pas épisodique,
et qu'on retrouve systématiquement un fond de rayonnage dans les grandes enseignes ou dans les librairies, voilà, on pourra forcément continuer à évoluer. Il faut aussi que les librairies jouent le jeu et pas forcément les librairies spécialisées. Parce que, Quand vous parlez de Justement, grandes maisons d'édition qui ont lâché un peu le MM, parce que je pense à Mélodie avec la collection Slash, il y en a eu très peu en fait de il y en collections. a eu très peu. Il y a eu J'ai lu qui en a fait, mais qui en font de moins en moins, ou alors qui espacent les parutions, on va dire, tous les 3, 6, 12 mois. Alors, avec la crise du Covid, j'ai envie de dire, c'est même quasiment au bout de 18 mois. Mais c'est vrai que déjà, les grandes maisons d'édition qui ont un plus large public, parce qu'ils ont des distributeurs, ils ont pas mal de choses, hein, c'est pour ça que j'en parle, Oui. qui en proposent pas. Et donc après, on a les libraires que j'affectionne, mais qui, parfois, les libraires, on va dire, généralistes, n'osent pas trop. Parce qu'il ne faut pas heurter la sensibilité de leur clientèle, qui, pour certains, ont plus de 50 ans, et que, ben, non, il faut pas les brusquer, et donc il ne faut pas en proposer. Et c'est un peu ça le dommage, c'est qu'il y a énormément de librairies qui sont spécialisées et qui en proposent, et c'est génial, et merci à eux. Mais d'un autre côté, il faut aussi que tout le monde joue le jeu, et nous, en tant qu'auteurs et en tant qu'autrices, eh ben, on a envie de faire partager nos histoires et au plus grand nombre, mais il faut que tout le monde joue le jeu parce que voilà, la société a changé et que ça se trouve, mamie qui a 90 ans et adore ça et peut-être qu'elle va peut-être aimer ça et ben ouais, peut-être lui proposer en disant regardez, c'est peut-être intéressant, ça peut-être vous faire plaisir. On ne sait jamais. Moi, je sais que ma grand-tante, elle en lit, hein. Elle a 98 ans. Donc, voilà. moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus uniquement à compter sur les maisons d'édition, en fait. Je pense que la révolution numérique avec les e-books, l'auto-édition, les petites maisons d'édition, je pense qu'il y a de plus en plus de lectorats qui ne se contentent plus d'acheter en rayon ou en librairie, même s'il y en a qui continuent. Mais je pense que le fait qu'on ait de plus en plus d'indépendance aussi, qu'on n'ait plus qu'à compter sur seulement des éditeurs pour avoir accès aux histoires, je pense que c'est ce qui a permis aussi d'évoluer enfin, de permettre à la littérature LGBTQ+, de grandir. Le fait que les éditeurs aient été frileux à un moment, le soient toujours, ou effet machine arrière, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin seulement de leur vision à eux. Je veux dire, il y a tellement d'autres supports qui permettent de mettre en avant toute la culture LGBT. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que Thomas a dit. Je suis d'accord qu'il faut que les maisons d'édition continuent à publier, mais je pense qu'on n'en a plus. Il ne faut pas. Enfin, je veux dire, il y a des auteurs auto-édités dans des moyennes maisons d'édition qui ont autant d'impact, je pense, que la traduction d'un livre qui va mettre 6 mois ou 1 an à arriver. Notamment les livres d'Erin, parce que je regarde un petit peu le top 100 et c'est vrai que chaque livre que vous sortez sur le MM, enfin à propos des héros MM, ça cartonne. Notamment, c'est la série avec les prénoms, je ne me souviens plus, je crois qu'il y a Vadim, il y a… Louise Love. Mais en fait, je pense que justement, on tombe là dans le noyau dur des lectrices MM qui, elles, demandent. Et justement, c'est ça qui fait du bien, en fait. Je rejoins Amélie, c'est-à-dire qu'en fait, on a ce noyau-là. On s'en fout quelque part de la maison d'édition, on s'en fout si c'est auto-édité. Le tout, c'est que c'est une histoire sympa. Elles se mettent tous dessus, elles diffusent sur les réseaux. C'est un nouveau moyen de diffuser les choses c'est assez intéressant. Et je pense qu'on ne peut pas forcer, je reviens sur ce que disait Thomas, on ne peut pas forcer les gens à aller acheter un livre en librairie. Moi, je sais que j'avais proposé à Leclerc, dans mon coin, de mettre quelques livres dans leur rayon. Ils m'ont dit, c'est du MM, désolé, mais on l'a déjà fait, on peut réessayer, mais on n'en vend pas. Donc, à partir du moment où ça ne se vend pas, le libraire, je peux le comprendre aussi. Après, le problème, c'est qu'il se tire une balle dans le pied parce qu'à côté de ça, moi, je préfère aller acheter en librairie. Il n'y a pas, je vais acheter sur Amazon ou peu importe le biais. Donc, on en est là. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir des gens qui sautent sur les bouquins dès qu'ils arrivent et puis ça permet justement un peu plus de visibilité et on s'arrange autrement, en fait. Et en fait, on va vivre. Je pense qu'on est en train de faire un truc parallèle entre les auto-édités et la librairie. Ça, oui. Et il y a vraiment un réseau où les gens se communiquent les livres qu'ils aiment bien, etc. C'est en story sur Insta, vous voyez que ça, des livres qui passent de tout genre.
Et ouais, c'est la petite communauté qui fait bouger tout, en fait. C'est pas nous, c'est les lecteurs qui sont à fond, qui nous poussent. Il y a des fois, on en a marre, ils sont là, allez, hop, on y va, on y retourne, là, attends le suivant, on en veut un autre. Et en plus, ils boostent vraiment le truc, quoi. Et les chroniqueurs aussi, les chroniqueurs qui n'ont pas forcément pas forcément des grosses communautés, mais ils sont tous entre eux, il y a un réseau. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se créer vraiment et c'est super porteur. Et puis, moi, personnellement, ça me motive à fond. Enfin, voilà quoi. C'est tout un ensemble, c'est une communauté pour moi, qui grandit et qui ouvre ses portes en plus. C'est pas quelque chose de fermé où si t'es pas dedans, bah, t'as pas le droit de venir. Non, non, c'est au contraire, essaye, viens avec nous, découvre et puis on en reparle, quoi. Ça, c'est cool. On parlait d'évolution et Marie Matthews et Amélie, vous parliez de coming out. Est-ce que vous comprenez qu'il y a encore un coming out à l'heure actuelle? Est-ce qu'on ne peut pas dépasser cette intrigue de coming out et puis aller directement dans le sous-genre, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas aller dans le paranormal contemporain on peut le faire. sans faire de coming out? Voilà. Si, on peut le faire. Je prends l'exemple. En 2020, j'ai sorti un Young Adult où, en fait, on a parlé du coming out, mais c'était en rapport plus avec la société d'aujourd'hui. Moi, je prends ma sœur qui a cet âge-là, de cette nouvelle génération. Et en fait, ils sont tellement ouverts d'esprit aujourd'hui que le coming out, t'aimes les filles, t'aimes les garçons, c'est cool, quoi. Et je pense qu'en fait, ça dépend de quel truc on traite. Si on a envie de traiter de ce sujet-là, on va le traiter. Si on a envie que ça soit quelque chose de, comme quand tu dis, moi, je sais pas, j'aime le chocolat et toi, t'aimes quoi je préfère je sais pas, les fruits. Ça peut être, je veux dire, un sujet qui passe comme ça parce que, je veux dire, aujourd'hui, en 2021, on ne devrait pas avoir faire de coming out. Je veux dire, on aime qui on veut, tant qu'il y a du consentement et que c'est fait dans le respect, que ce soit un homme, une femme, quelqu'un de non-binaire, on s'en fiche. Donc, si on a envie de traiter la problématique pour remontrer aux gens, aujourd'hui, il y a quand même encore de la discrimination. On a envie d'en parler, de le mettre en avant à travers une histoire parce que je pense personnellement que les bouquins peuvent changer beaucoup de choses, beaucoup de mentalités et peuvent apporter, que ce soit en information ou en ouverture d'esprit. Je pense qu'on peut faire les deux. On peut toujours traiter de sujets très forts comme le coming out, les discriminations, pour faire un rappel à la société en disant, vous savez, on a eu des victoires, il y a eu des combats, mais ils sont toujours là, il faut même continuer à se battre. Et puis, je pense qu'on peut écrire des bouquins où, en fait, on a envie d'un truc plus cool, où on prend que le côté positif et l'évolution de la société. Donc, je pense qu'on peut faire les deux, ça dépend ce qu'on a envie d'écrire, à quel moment et quel message on veut transmettre. D'accord. Donc, pour vous, écrire du MM, c'est délivrer un message, dénoncer. Oui, mais pas que ça. Je veux dire, on peut très bien faire passer un message sans pour autant dénoncer une discrimination. On peut faire les deux, je pense. Il n'y a pas besoin d'avoir un roman hyper engagé pour faire passer un message ou faire un roman très engagé. Tout est possible, en fait. Tant qu'on a des idées, tant qu'on écrit ce qu'on a envie de dire, je pense que c'est le plus important. D'accord. Et Thomas, au niveau… Alors moi, justement, c'est ce qui alors pas m'énerve un peu, mais en tout cas, qui me fait de moins en moins lire des romans MM. Alors peut-être que je tombe systématiquement sur les mauvais romans. C'est que moi, je vis tellement bien mon homosexualité que tout ce qui est question de coming out, etc., je sais que pour parler avec énormément de personnes, on a envie, quand je dis on, c'est vraiment la communauté, on a vraiment envie de passer à autre chose. C'est-à-dire que justement, on a fait énormément de choses, il y a eu énormément de choses qui ont fait qu'on on a lutté pour avoir les mêmes droits. Et il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, hein. Voilà, la GPA, la PMA, on a encore du mal à la faire voter et à la faire appliquer, et on est obligé d'aller à l'étranger pour ne serait-ce qu'avoir les mêmes droits. Enfin voilà, donc, déjà. Mais je pense que justement, la société nous le rappelle tellement qu'on a vraiment besoin d'autre chose. Et quand je disais tout à l'heure que moi, je ne me retrouvais pas dans ce que je pouvais lire, ou voilà, dans le MF, où on a des héroïnes qui ont entre 18 et 25 ans, qui tombent sur le bellâtre et qui, en fait, essayent de vouloir coucher avec l'intello de service, et puis en disant, non, je vais retomber sur le bad boy. Moi, au bout d'un moment, ça me gonfle un peu. Et je comprends qu'il y en a qui aiment ça, et tant mieux. Sauf que moi, quand j'ai commencé à écrire à 32 ans, là-dessus, ça me convenait plus. Et c'est pour ça que moi, je m'évertue à faire des personnages où, dans mes romans, notamment dans le dernier roman qui est sorti,
dans Murder by Magic, c'est que c'est un couple qui est installé, c'est un couple voilà, qui vit une vie normale et ils n'ont pas besoin de parler de coming out, ils n'ont pas besoin de parler de ça parce que pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie d'envoyer comme message parce que je pense qu'au niveau de la communauté, voilà, il y a des combats, on peut les mener, ces combats, mais on a besoin aussi de légèreté et les droits que l'on veut d'être reconnu comme, voilà, comme normal, parce qu'il y a, comme tu disais, dans les années 80, on n'était pas normal quand on était gay. C'est que, voilà, en France, OK, la dépénalisation, elle date début des années 80, mais voilà, avant, dans les années 70, c'était pas gay, c'est qu'à le dire, d'être homosexuel en France. Donc voilà, mais je pense qu'on voilà, on est dans une société où on a besoin d'en parler, on a besoin aussi de s'évader, de sortir. Et moi, j'ai pas envie pour l'instant de traiter ce genre de choses parce que pour l'instant, c'est pas les sujets du moment. On a besoin d'avoir des comédies classiques, on a besoin d'avoir des romances classiques et on n'a pas besoin d'avoir un background qui est absolument lourd. Je pense, voilà, comme disait Amélie, dans les années 80, voilà, maintenant en 2021, mes élèves, parce que je suis prof, hein, mes élèves, ils savent que je suis gay, ça a été dur au départ, il faut être très honnête. Voilà, j'ai eu des insultes, il faut être très honnête. Mais maintenant, je peux dire que pour certains, quand ils savent qu'il y a un professeur dans l'établissement qui est gay, ben, ils nous considèrent presque comme modèle parce qu'ils se disent, ben, en fait, ils sont normaux. Ben, c'est con à dire, hein, mais ils sont normaux. Et donc, oui, effectivement, entre eux, ça se passe bien. Mais parce que voilà, à 16, 17 ans, voilà, être bi, c'est, on va dire, dans la normalité maintenant, ou être homo, ou être, voilà, ou être asexué. Voilà, chacun a sa couleur de représentation et ils ont besoin voilà, de vivre ce qu'ils ont envie. Mais nous, je pense qu'au bout d'un moment, il faut peut-être qu'on passe aussi à autre chose, de proposer autre chose dans nos écrits. En tout cas, chez moi, ça c'est sûr. D'accord, vous êtes plus pour, oui, vous êtes, on va dire, vous avez dépassé Ouais. ce Ouais, stade du complètement coming out. dépassé. Il faut aller au-delà. Il y a de très bons livres qui existent sur le coming out, etc. Mais en 2021, ouais, il faut vraiment qu'on dépasse ce genre de choses. Et je pense que ouais, ça fera déjà du bien et de se dire, bah ouais, on est des gens normaux. Marie-Mathieu, ça va être difficile de rebondir derrière, hein. Le coming out. Alors, moi, je pensais que justement, en fait, je comprends tout à fait l'avis de Thomas, donc, qu'il a envie de lire des choses qui te ressemblent, ce qui est normal, que tu as envie d'écrire des choses qui te ressemblent, vu que tu vis très bien ta sexualité, tout ça. Mais je pense que c'est comme pour toutes les discriminations, que bah, il y en a qui sont encore choqués pour ça, et d'autres qui ont évolué, qui ont avancé. Et il y en a pour certains, pour qui le coming out, c'est important, pour d'autres, non. Voilà. Donc, moi, j'aime bien écrire sur le coming out en général, parce que ça permet d'étudier plusieurs possibilités, en fin de compte, de voir comment l'homosexualité peut être acceptée, voire totalement tolérée, ou même les parents généralement s'en foutent, ou des choses comme ça. Et au contraire, comment on peut être carrément rejeté justement parce qu'on est gay. Voilà. Mais j'aime bien écrire sur ce sujet. C'est un sujet que j'aime bien traiter en général. Mais après, je comprends qu'il en faut pour tous les goûts, que tout le monde n'a pas envie de lire les mêmes choses, et que c'est bien de varier les plaisirs. Parce que vos héros sont torturés. Est-ce que c'est pour ça que vous les traitez du coming out? La plupart, oui. Bah, après, c'est surtout pour dénoncer quelque chose, en fait. Quand je parle, par exemple, hors-jeu, voilà, c'est au niveau du coming out dans le sport. Et là, c'était vraiment le sujet essentiel. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, dans le foot surtout, est vraiment très, très mal vu. Donc, c'était vraiment un sujet qui nous tenait à cœur et qu'on avait envie de traiter pour, en quelque sorte, le dénoncer. Ouais. D'accord. Et vous, Irine? Déjà, hors jeu, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il faut le lire. C'est gentil. C'est le premier qui m'a fait entrer dans le MM. Donc voilà. Est-ce que vous traitez du coming out? Bah, pas forcément. En fait, non. Enfin, oui, si, ça arrive parce que faut varier les sujets. Mais c'est un petit peu, je dirais,
selon les envies, parce que je suis d'accord avec Thomas, d'un sens, effectivement, il faut aussi des histoires où les personnes assument totalement leur sexualité, qu'il n'y a pas de problème avec ça, que le problème se trouve ailleurs, genre la voisine, le père, le machin. Mais ça existe quand même des jeunes, enfin moi j'ai des fils, malheureusement c'est pas mes sœurs, c'est mes enfants qui sont au lycée, et ça existe quand même. Donc, ça peut aussi, enfin, c'est aussi un sujet d'actualité malgré tout. Donc, ouais, s'il y a besoin de le faire dans une histoire, si ça me tient à cœur sur ce sujet, bon, je ne vais pas hésiter à le faire parce que, d'accord, d'un côté, vraiment asseoir le fait qu'être gay, c'est normal et qu'on vit normalement et qu'on se lève le matin et qu'on est amoureux, qu'on a des amis, qu'on fait Oui, mais pour y arriver, certains ont galéré. Donc, pour moi, tout est vrai. Et puis, il y a aussi le fait, alors, dans l'AMF, on fait du new adulte, ça s'appelle des new adultes qui sont encore à l'université, qui découvrent la sexualité MF. Pour moi, c'est pareil sur le MM, donc forcément, il y a forte chance pour qu'il y ait à ce moment-là un coming out aussi, et ça fait partie de la vie. Enfin, voilà. Donc après, ça peut bien se passer, on n'est pas obligé que ce soit un gros bordel, mais ça existe, c'est là, donc quand il y a besoin, oui, pourquoi pas. Tout le temps, peut-être pas, mais voilà, quoi. Enfin, c'est pas un problème pour moi de le faire ou de pas le faire. D'accord. Et vous, quelle est la finalité en fait de votre écriture MM? C'est pour dénoncer, c'est pour faire rêver, c'est pour… Alors, à la base, c'est pour écrire une romance. J'ai écrit quelques livres où il y avait effectivement quelques combats que j'ai essayé de pointer du doigt, enfin quelques actions, enfin des trucs pas beaux du tout de la part de certains humains. Maintenant, parce que je considère qu'il faut aussi en parler, parce que ça existe. Mais dans l'absolu, non, je serais plus sur la stabilité de la chose, c'est-à-dire que, en fait, vraiment, je vois pas la différence. C'est comme si vous me demandiez pourquoi écrire une romance, quoi. Je vois pas pourquoi j'écrirais moins de MM ou moins de MF. Pourquoi j'écris de la romance, tout simplement, parce que j'aime bien ça, c'est tout. Voilà, il n'y a pas plus à dire, quoi, en fait. Voilà. Bon, j'en ai terminé. Je pense qu'on a dépassé. Je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Un dernier mot pour la fin. Est-ce que vous voulez nous donner votre actualité? Alors, je sais que Marie Matthews et Amélie, vous sortez des livres tous les mois. Donc, vous avez une actualité très chargée. Donc, Marie Matthews, vous avez sorti dernièrement un livre, c'était pour Mara, mais c'était un MF. Hein. C'est ça, ouais. Et… je vais laisser Anne faire l'actu parce qu'elle a plus le planning que moi. Alors, question MM, en fait, on a un MM qui va sortir à la fin du mois, qui sera un MM paranormal. C'est mon bébé, j'ai très très hâte qu'il sorte. Et là, il n'y aura pas de coming out? Pas tellement. C'est plus, oui, voilà, en fantastique, les choses sont mieux acceptées qu'en… Pour l'instant, c'est pas la thématique dans le bouquin, mais voilà, il y a une romance et tout ça, donc il sortira le 25 avril, donc c'est Salvation. Ah oui, et après, oui, bientôt. on aura aussi un titre en juin, donc ça sera Fucking Love Set, donc il y aura un personnage transgenre, et j'espère qu'il sorte aussi. Et après, Marie, elle va sortir en août ou en septembre son MM. Je peux pas dire tellement historique parce que c'est encore dans des années contemporaines, qui est… Est-ce qu'on peut dire que c'est de la dark ou… Oui. Voilà, de la dark romance MM. Voilà. Vous me dites que vous n'avez pas d'actualité. Si, Marie, vous en avez. Ouais, mais c'est parce que c'est loin, c'est au mois de juillet. Donc, c'est pas si loin que ça, au mois de juillet. Ça, c'est bientôt là. Donc, c'est une dark, c'est ça? Oui, ce sera le dernier tome de Rédemption. Voilà, ce sera une dark. Ah, mais oui. Alors, j'ai lu les deux premiers. J'ai lu les deux premiers. Sur le tome 2, non, c'est pas possible. Non. Eh bien, si. Mais bravo, c'était il y avait beaucoup de suspense. Ça reposait sur… le suspense reposait sur un truc et ça m'a fait lire le livre. Ouais. Bravo. Tant mieux. Je suis contente. Après, je ne suis pas sûre de lire. J'ai lu l'extrait du 3e tome. Il y avait un petit extrait du 3e tome à la fin. Oui. Après, je sais. Ah, mais je te le conseille. Je suis en train d'en faire la bêta et je te le conseille.
Oui, mais toi, tu conseilles tous les livres de Marie, donc c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Elle est très, 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 très objective. Totalement. Très bien. Du coup, Thomas, votre actualité, est-ce que vous avez un livre en cours, un livre qui va sortir? Oui, bah, il y en a un qui est sorti, voilà, qui est sorti au mois de février et au mois de mars en brochet. Donc, une nouvelle saga, donc la boutique des artefacts magiques, le tome 1 de Murder by Magic, où, comme j'adore le polar et que j'adore la BK et l'urban fantasy, j'avais envie de renouer un petit peu avec beaucoup les comédies romantiques. Voilà, je suis un fan, mais je me dis, voilà, j'avais envie de renouer avec ce que je faisais j'ai lu avec Dredd Carter, qui était un MF. Là, j'avais envie d'avoir un couple déjà installé avec un sorcier un peu beaucoup sarcastique d'ailleurs, et un loup-garou qui est très maladroit et qui est goinfre, il mange tout ce qui passe. Quand je dis qu'il passe, voilà, c'est aussi bien un buffet qu'un caniche ou des gens. Voilà, et j'avais envie vraiment de faire ce côté comédie, ce côté enquête policier, reprendre les codes d'Agatha Christie, que voilà, attention, je ne suis pas elle, il faut être très honnête, mais j'avais envie de reprendre un petit peu ces codes-là, et j'avais envie voilà, de replonger là-dessus, et parce que comme j'avais écrit il y a un an, le mystère du mangeur d'âme avec mon conjoint Sébastien Bernadotte, et voilà, où c'était un steampunk, et on est en train d'écrire le tome 2, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de refaire du contemporain, et donc de l'urban contemporain, et donc voilà, je me suis lancé là-dessus, et je me suis tellement pris d'affection, et le public s'est tellement pris d'affection là-dessus, que voilà, il va en avoir une multilogie, parce que je suis en train de faire tout le synopsis en long, large et en travers, et je peux décemment pas le faire sur 3 tomes, ou alors faut être vraiment très barjot. Et voilà, je me suis tellement pris d'affection pour Jim et Dylan qu'il va y avoir une nouvelle de Noël, il va y avoir un journal de confinement que j'avais commencé à écrire et que les lecteurs avaient trouvé fort sympathique sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place et qui, voilà, j'ai de quoi m'occuper pendant quelques temps. Et voilà, plus le tome 2 que j'écris avec Sébastien sur les mystères fantastiques de Paris, où là, c'est du MM et du MF. On a fait les deux en même temps, on a fait télescoper les deux pour que justement, qu'on ait un petit peu pour tous les goûts, pour faire une introduction à ceux qui aiment le MM et le MF qui veut faire du MM, ou ceux qui sont réticents au MF. Et voilà, on a fait ça. Et ça permet d'en faire un petit peu, de faire plaire à tout le monde. Merci. Donc, Maria J, alors vous, c'est pareil, j'ai l'impression que vous écrivez un livre tous les mois. Le dernier qui est sorti, je crois que c'est Shaun, c'est ça? Alors, sous mon nom de Maria J, oui, c'est Shaun. C'est Shaun. Bon, ça fait presque un mois déjà. Oui. Et j'en ai sorti un, mais c'était un petit peu plus une blague qu'autre chose, sous mon pseudo Adams, qui s'appelle Mon boss, c'est un léopard. En tout cas, j'en suis presque certain. Donc, finalement, je n'y attendais rien. Puis apparemment, il fait rire les gens, donc c'est déjà positif. Donc, ça, c'est pour l'actualité. J'en ai pas beaucoup en ce moment parce que, comme j'écris aussi du MF sous Erin Graham, je suis plus en train de travailler MF en ce moment. Mais j'ai quand même une sortie qui me tient beaucoup à cœur. C'est mon tout premier 4 mains écrit avec Kemeya, qui est une auteure à moitié tarée. Et donc, ça sortira chez Black Ink. C'est un road trip où, en fait, au début, c'était pas du tout censé être publié. On a fait un ping-pong, en fait. C'est comme si je lui envoyais un chapitre, elle m'en a renvoyé un. On n'avait pas de scénario. On se lançait comme ça, un coup l'un, un coup l'autre. Enfin, moi, je lui lançais des perches. Elle les prenait pas. Elle me foutait un bonhomme à l'autre bout du pays. Enfin, bon, des trucs. Voilà. Je t'adore, Keneya. Et finalement, il va sortir le 18 juin et on est trop contents. Voilà, et c'est ma seule actu en fait. Après, c'est du MF. Ça vous fait quand même 4 livres en l'espace de quelques mois. Hein, ça... Vous êtes très prolifique. Oui. Bah ouais, mais quand on fait que ça qu'on aime, je pense que voilà, ça... Il faut trouver le temps. Hein. Quand on fait que ça, on est là pour ça. Donc, oui, je sais, parce que je suis en totale admiration sur vous trois, parce merci. que voilà, vous êtes extrêmement prolifiques, et tant mieux, parce que voilà, les lecteurs sont là, et puis tant mieux. Mais voilà, moi, c'est vrai qu'avec mon boulot de prof à côté, je fais 26 heures par semaine, parce que je fais beaucoup d'heures sup. Je me dis, mais comment elles font? Je suis totalement en admiration, et bravo. Parce que là, moi, je suis voilà. Et qu'on fait ça à plein temps, c'est pour ça? Bah oui, c'est du plein temps. Moi, j'ai pas... Ouais, voilà.
Mais j'ai eu dernièrement une autrice là qui faisait ça à plein temps et le Covid en fait lui a coupé la chic. Ah. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'amis auteurs qui ont été dans ce cas-là, ouais, des auteurs qui ont été dans l'incapacité d'écrire pendant les 3 confinements, parce qu'il y a celui-là aussi. Et ouais, c'est un peu difficile de trouver l'imagination quand on est enfermé dans un petit appartement. Et ouais, c'est pas évident. Ah ouais, alors que moi, c'était l'inverse, en fait. Dès que je Pareil. pouvais sortir de tout le monde qui était autour de moi, je me barrais avec mon PC et puis je Ah oui, reviens moi plus aussi, jamais. hein. Moi aussi, mais Ouais. dans ma Magic 1, il a été fini pendant le premier confinement l'année dernière, hein. Donc oui, Ouais, c'est ça. j'ai eu une période très prolifique pendant le confinement, ça c'est sûr. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. dans la joie et la bonne humeur. Donc, Exactement. merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir.